Bonjour, je vous propose aujourd'hui un test d'un produit un petit peu particulier puisqu'il s'agit non pas d'un smartphone ou d'une tablette, mais d'un vidéoprojecteur. Donc voilà, comme vous le voyez ici, c'est plus encombrant que les tests que je fais d'habitude. Donc il s'agit en fait du projecteur Screeneo HDP 1590 TV de Philips. Et alors pourquoi vous présenter un projecteur? Parce qu'en fait tout simplement il s'agit d'un projecteur qui tourne sous Android. Alors à quoi ça sert? On va le voir un petit peu plus tard. On va déjà s'intéresser à ses caractéristiques techniques. Alors le point vraiment le plus important de ce projecteur, c'est en fait l'éclairage par LED ici, et qui est en fait un éclairage par focale courte, donc c'est-à-dire que le projecteur n'a pas besoin de recul pour afficher une grande image, puisque avec seulement 40 cm de recul par rapport au mur, donc c'est voilà, c'est pas grand-chose, il peut projeter une image jusqu'à 100 pouces. Donc 100 pouces c'est énorme puisque ça fait 2,50 m tout simplement, voilà, on le voit ici. Donc vous pouvez projeter une image de 2,50 m de diamètre, ce qui est vraiment énorme, avec seulement 40 cm de recul, alors que d'habitude il faut plusieurs mètres de recul. Donc là c'est vraiment un objet que vous allez pouvoir coller au mur, puisque à seulement 10 cm du mur vous pouvez déjà projeter une image de 50 pouces, ce qui représente déjà plus d'1,20 m de diamètre. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme. Donc voilà, c'est vraiment la caractéristique principale, c'est que vous le collez au mur et donc il va projeter automatiquement de manière vraiment très étendue, très large sur le mur. Donc ce projecteur tourne sous Android, ce qui va nous permettre d'installer des applications dessus. On va le voir un petit peu plus tard. Et donc forcément il va être connecté, donc il va être compatible Wi-Fi pour se connecter par internet, pour partager aussi du contenu. Donc forcément la norme DLNA est au rendez-vous. DLNA c'est quoi? Ça va vous permettre de partager du contenu multimédia entre différents périphériques. Donc par exemple un smartphone peut faire serveur multimédia pour partager son contenu vers d'autres appareils. Souvent les télés récentes sont aussi DLNA pour pouvoir accéder aux bibliothèques de fichiers partagés. Les consoles next-gen sont aussi bien entendu DLNA. On retrouve aussi la norme DLNA par exemple sur les NAS ou toutes ces choses-là. Voilà, donc ça va vous permettre de partager vos fichiers multimédia via le Wi-Fi, donc ça fonctionne plutôt bien. On a aussi la norme Miracast qui est au rendez-vous, qui fonctionne elle aussi sur Wi-Fi, qui va vous permettre de partager tout l'écran en fait d'un smartphone Android, donc vraiment pas juste un fichier multimédia, mais vraiment les notifs, etc., de l'intégralité de l'écran via le Wi-Fi aussi, toujours. Donc ce projecteur est compatible avec le Miracast, qui par contre n'est pas présent sur tous les smartphones Android. Là c'est un petit peu plus il faut un smartphone un peu récent sous Android 4.2 minimum je crois pour être compatible Miracast, et encore ils le sont pas forcément tous. Au niveau donc de la connectivité de ce projecteur, on va aussi retrouver le Bluetooth. Vous pourrez donc vous en servir pour partager votre musique principalement sur les haut-parleurs du projecteur, puisqu'on a donc un haut-parleur de en tout 26 watts, donc en 2.1, donc on a un caisson de basse avec deux enceintes ici, voilà, donc on n'a pas un rendu 5.1 forcément, mais on a quand même donc du 2.1 en 26 watts, ce qui reste quand même à peu près confortable. Au niveau donc des autres caractéristiques techniques, la résolution de projection, et c'est là l'un des points faibles de cet appareil, c'est du 720p. Oui, voilà, on n'est pas sur du Full HD, on n'est que sur du 720p. C'est dommage. Parce que voilà, on est en 2014 et je pense pas que grand monde achète désormais des produits qui soient compatibles uniquement avec le 720p, qui ne soient pas Full HD. C'est un petit peu dommage à ce niveau-là, mais voilà, bon, c'est quand même un point important sur cet appareil. Donc quand on fait le tour ici, on voit donc ici hein, la fameuse LED de projection. On retrouve partout ici cet habillage un peu en mode gris, enceinte, etc. On le voit ici. On retrouve là une poignée qui va vous permettre de le prendre. Alors il est un petit peu lourd, hein. Forcément c'est quand même un projecteur, donc vous n'allez pas le soulever d'une main, il fait plusieurs kilos, mais par rapport à d'autres projecteurs ça reste quand même largement acceptable.
On va s'intéresser donc à la connectique qui est assez nombreuse. On a donc ici la prise d'alimentation. Donc l'appareil n'a pas de batterie, hein, il faut vraiment le brancher pour qu'il fonctionne. On a ici deux ports USB qui vont donc nous permettre de brancher des disques durs ou des clés USB pour ensuite lire directement les fichiers multimédia, photo, audio ou vidéo sur le projecteur. On a ici une sortie audio qui va donc nous permettre de relier des enceintes au projecteur. On a ici deux entrées HDMI qui vont permettre donc de brancher par exemple un lecteur Blu-ray ou une console ou autre sur le projecteur. Ici, idem en VGA, donc là ça va plutôt être pour brancher un ordinateur, c'est une connectique un petit peu ancienne, mais ça peut toujours être utile. On a ici donc un port réseau, au cas où à la place du Wi-Fi vous souhaiteriez vous brancher avec un câble. On a ici une sortie audio, voilà, stéréo, qui va vous permettre encore une fois de brancher un kit audio. Alors c'est dommage qu'on soit pas compatible avec ici du 5.1, on a juste la sortie gauche et droite, donc c'est un petit peu dommage. Et enfin ici on a encore une fois une entrée audio, une sortie, et là c'est prise pour l'antenne puisque l'appareil est compatible avec le tuner TNT. Il intègre en fait un tuner TNT, donc si vous branchez une antenne il permettra de capter directement la TNT dessus. Voilà, et c'est pas complètement terminé puisque derrière ce petit cette partie qui est vraiment en métallique, hein, c'est pas une imitation métal, c'est vraiment du vrai métal, c'est en fait un cache qui va permettre d'accéder à d'autres connectiques. On a ici une sortie audio pour y brancher un casque, ici encore une entrée HDMI en façade, c'est pas mal, ici encore de l'USB, donc là encore ça va être pour pouvoir brancher des clés USB ou ce genre de choses plus facilement que si c'était à l'arrière de l'appareil, même si c'est quand même plus accessible qu'une télé, ça reste toujours mieux quand on peut en brancher devant. Et ici cette petite roue crantée qu'on distingue ici va permettre de faire le focus lorsqu'on éloigne ou qu'on rapproche l'appareil du mur. Il va falloir qu'il ajuste donc le focus, et il ne le fait malheureusement pas automatiquement. Ça existe sur certains appareils mais c'est pas le cas ici, donc là il va falloir en fait ajuster ça. C'est un petit peu fastidieux. Bon, d'un autre côté vous n'allez pas le déplacer tous les jours, mais c'est quand même un petit peu dommage d'être obligé de le faire à la main, surtout que la roue elle tourne beaucoup, donc des fois il faut faire une dizaine de tours pour trouver le bon focus, et on n'est jamais sûr que ce soit parfait, donc du coup ça dégrade toujours un petit peu l'image. Il faut bien vérifier qu'on ait le focus partout, etc. C'est un petit peu dommage, voilà. Et donc on va terminer le tour de l'appareil avant de le brancher quand même. On va terminer le tour de l'appareil avec donc les touches ici. On a donc les touches un peu classiques d'Android, hein, c'est-à-dire Home, Retour. Pour le bouton multitâche, il sera intégré à l'écran comme je vais vous le montrer après. On a des touches directionnelles ici qui vont permettre de changer le son, changer de chaîne ou nous promener dans les menus. Évidemment une touche OK pour confirmer toutes les actions. Et évidemment la touche Power qui va permettre aussi de rentrer en veille. Donc l'appareil tourne sur Android, mais rassurez-vous, il démarre très vite, il s'éteint aussi très rapidement. Et il a aussi une fonction de mise en veille qui va vous permettre de rentrer en veille en quelques secondes. Voilà, on nous dit 3 secondes ici, donc c'est quand même assez réactif à ce niveau-là. Donc au niveau de la version d'Android, c'est de l'Android 4.2 KitKat, donc là-dessus c'est quand même plutôt pas mal. Alors le projecteur est bien entendu livré avec une télécommande que je vais vous montrer immédiatement. Voilà. La télécommande, donc on a toutes les touches classiques. Voilà, si je la monte dans le bon sens c'est mieux. Donc le power, les touches de contrôle ici, home et menu, donc les touches d'Android, la touche retour, confirmation, voilà. Des touches quand même numérotées comme sur toute télécommande, des touches contextuelles, voilà, genre rouge ça va être supprimé, vert ça va être dossier parent, ce genre de choses, voilà. Le volume évidemment, le réglage des chaînes, voilà, donc une télécommande assez classique, assez légère, brillante à l'arrière, c'est pas c'est pas forcément très appréciable, mais bon voilà, très légère, un petit peu encombrante, mais bon il y a quand même pas mal de touches. Donc elle marche plutôt bien même quand on n'est pas en face du projecteur, donc là-dessus il n'y a pas vraiment de problème. Alors autre accessoire livré avec le projecteur, j'en avais pas encore parlé, mais il est compatible 3D, donc vous n'échapperez pas aux super lunettes 3D. Voilà, donc c'est des lunettes actives, donc avec une petite batterie
Donc évidemment, on pourrait la recharger. Donc le câble est fourni, bien entendu. C'est une connectique spécifique, hein, donc il faudra un câble spécifique. C'est pas donc du micro USB comme on pourrait l'espérer. On a ici donc un bouton qui va vous permettre d'allumer et donc d'appairer les lunettes avec le produit, et de les allumer, éteindre, etc. Voilà, donc des lunettes très légères. Pas ultra confortables comme c'est souvent le cas, mais elles ont au moins l'avantage d'être très légères, ça c'est plutôt pas mal. Sinon, bon ben rien de extraordinaire, on va retrouver un câble HDMI, voilà. Et donc le connecteur, enfin le câble qui va permettre de recharger les lunettes. Voilà, donc je vous propose de brancher tout de suite tout ça pour voir un petit peu ce que ça donne ce projecteur sur Android. Donc là, il suffit d'appuyer sur ce petit bouton pendant quelques secondes. On va entendre qu'il va démarrer. Voilà, là on l'entend. Et là, immédiatement, on va avoir l'affichage qui va donc démarrer progressivement. Alors je vais éteindre la lumière forcément pour avoir un meilleur rendu. Donc là, ça scintille beaucoup, mais c'est en raison de la caméra, hein, c'est au niveau de la fréquence de capture que ça fonctionne pas vraiment très bien. Mais l'image est très nette et elle ne scintille pas vraiment quand on regarde le projecteur. Donc là, on est sur une diagonale assez importante, puisque quand on voit le projecteur ici en bas de l'image, on se rend compte que vraiment l'image est très grande par rapport à lui. Donc là, on est à plus d'1,50 m, 1,50 m de diagonale, et on n'est encore pas du tout au maximum, bien entendu, puisque l'appareil est encore très proche du mur. Donc on voit déjà qu'on a une très belle image, et c'est plutôt net. Donc comme je l'avais dit, c'est donc du 720p, hein. Bon, on remarque quand même certains endroits que ça pixelise légèrement. Voilà, si je zoome sur une partie de texte, alors ça va peut-être pas forcément se voir ici sur la vidéo, mais voilà, on le voit un petit peu à l'œil nu. Mais c'est surtout sur le principe en fait d'acheter un produit en 2014 qui va pas être Full HD. C'est un petit peu problématique pour moi, même si au final sur le rendu des vidéos ça va pas forcément sauter aux yeux de tout le monde, mais je pense que des personnes qui mettent plus de 1000 € dans un appareil de vidéoprojection s'attendent quand même à un minimum de qualité d'image. Voilà, ça c'était pour un premier point sur la qualité de la vidéo. On va tout de suite s'attarder un petit peu au menu de ce produit. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir naviguer avec les touches qui sont ici. Je vais essayer de faire le focus dessus, voilà. Donc là on est sur l'écran d'accueil, donc si j'appuie sur l'écran d'accueil il va rien se passer. Et donc avec ces touches là je vais pouvoir me déplacer dans les menus. Voilà, donc là je suis sur HDMI 1, 2, donc on a deux HDMI à l'arrière et une HDMI à l'avant comme on l'a vu tout à l'heure. Donc ça nous permet d'avoir trois entrées. On a ici évidemment la télé, donc je vais maintenant continuer la navigation avec la télécommande, parce qu'après tout c'est fait pour. Donc là, bon, j'ai pas branché d'antenne TNT, mais ça va nous permettre donc de capter directement la TNT avec donc rien d'autre comme équipement, parce que le tuner est déjà intégré à l'appareil. Ici, on a donc la fonction DLNA qui va donc permettre d'accéder à ces vidéos qui vont être stockées sur des serveurs locaux. Donc là, par exemple, j'ai un NAS qui va me permettre d'accéder à différents fichiers. Voilà, donc si je lance par exemple une vidéo, voilà, ça c'est malheureusement le message qu'on a, je dirais presque une fois sur deux. On a quelques soucis de lecture, donc en fait il va falloir installer des applications supplémentaires pour pouvoir lire des vidéos. Le problème étant que on n'a pas accès, alors je vais vous montrer ça d'ailleurs, on n'a pas accès en fait au Play Store. Donc là si je retourne sur l'accueil, que je vais sur les applications Android, on va pouvoir installer
des applications via une appli qui s'appelle APK Installer qui va nous permettre donc d'installer. Mais là, il faut aller récupérer son APK quelque part sur la mémoire. Donc du coup, il va falloir les télécharger manuellement avant. Enfin voilà, c'est pas du tout ergonomique. D'ailleurs, en parlant d'ergonomie, on voit ici qu'on a une interface très moche, hein, alors ici, on voit pas forcément sur la vidéo à cause du contraste. Si je zoome, ça devrait aller mieux. Voilà, donc on a la possibilité donc d'installer, de gérer et tout simplement de sortir de l'application. Donc ça va pas très loin, mais comme on le voit, l'interface est vraiment très mal exploitée puisqu'on a un énorme écran noir avec trois petits boutons pas très clairs. Ici, c'est déjà beaucoup mieux rempli, mais on voit que toutes les applications n'ont pas eu autant de soin. Voilà, au niveau des autres applications, puisqu'on est dessus, on va voir ici l'accueil des médias qui va nous permettre donc d'accéder, comme on était tout à l'heure, c'est exactement le même raccourci au final, au partage. Donc là-dessus, ça va être la même chose que le DLNA. Là, ici, encore une fois, on retrouve les mêmes périphériques. Donc c'est un peu des interfaces qui font doublon, hein. Là, paramètres du système, alors ça nous permet, c'est un peu amusant là-dessus parce que ça va nous permettre donc de voir les énormes fautes de traduction automatique entre anglais et français, comme par exemple les médias autochtones ou ce genre de choses. Bon, on voit qu'on a des phrases qui veulent absolument rien dire, donc là-dessus c'est quand même un petit peu dommage que c'était traduit vraiment à la va-vite là-dessus. Donc ça c'était pour l'accueil centre de médias. Au niveau de l'agenda, tout simplement, bon voilà, c'est l'agenda Google, ça n'a pas vraiment d'intérêt sur un projecteur. L'APK Installer, on l'a déjà montré tout à l'heure. Le Bluetooth speaker, tout simplement, c'est un haut-parleur sur Bluetooth. Donc là-dessus, il va suffire d'associer son smartphone ou sa tablette ou n'importe quoi qui a du Bluetooth au projecteur et pour ensuite diffuser sa musique sans fil de manière tout à fait normale. Alors j'ai eu quand même quelques soucis à associer mon Nexus 5 avec en Bluetooth. Bon, c'est un petit peu étrange, mais j'ai dû m'y reprendre vraiment plusieurs fois. J'ai cru que ça marchait pas du tout et finalement j'ai finalement réussi à le faire marcher, mais c'était quand même pas gagné. Au niveau donc de l'explorateur de fichiers, là c'est plutôt bien fait. Ils ont refait un petit peu une interface, c'est plutôt cool. Horloge, bon voilà, c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Alors le navigateur c'est complètement inutilisable parce qu'évidemment avec la télécommande il va falloir, alors ici je suis sur un site au hasard, il va falloir se promener de lien en lien pour savoir sur quoi on clique. Alors là par exemple on est sur Mozilla au milieu, je sais pas si vous voyez, Firefox à gauche, User Agent à gauche, là je repars vers la droite vers What's Your IP, etc. Donc c'est vraiment pas pratique du tout parce qu'on sait pas forcément sur quoi on est, etc. Et on a une grosse déception quand on se rend compte, voilà, si je reviens, quand on se rend compte par exemple que le lien YouTube n'est rien d'autre que l'application YouTube, enfin que le site mobile YouTube. Donc là par exemple si vous voulez aller sur une vidéo, par exemple celle du milieu, Marion paniqué ici, eh ben vous devez vous déplacer avec les flèches donc de la télécommande, mais vous savez pas où vous êtes, donc les liens se mettent même pas en surbrillance. Donc là je navigue vers le bas, vers la gauche, enfin vers la droite, etc. Et je clique sur entrée et il se passe rien parce que je sais même pas sur quoi je suis en fait. Donc c'est complètement inutilisable, c'est vraiment dommage à ce niveau-là. Donc au niveau du navigateur web, bon d'un autre côté c'est pas vraiment ce qu'on demande à un appareil de ce type-là, mais c'est vrai que YouTube, une application vraiment pensée pour du non tactile au niveau de YouTube, ça aurait été plutôt sympa, mais c'est pas du tout le cas. Voilà. Alors on voit quand même qu'on a la possibilité de naviguer entre les différentes tâches et on a un bouton en bas, donc il suffit de descendre avec la télécommande et là on peut en fait switcher sur les différentes applications qui ont été ouvertes. Bon, ça reste un peu basique, mais c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc là je reviens à l'accueil. Et donc on va repartir sur la démonstration quand même de lecture d'une vidéo, puisque quand même c'est un peu le but de l'appareil. Donc si je prends par exemple une série au hasard, voilà, une vidéo n'importe laquelle. Donc désolé pour le spoiler s'il y en a, mais d'un autre côté c'est pas vraiment une série très récente, donc ça devrait aller. Précédemment dans Raccoon. Voilà. Donc là le son est assez fort. 4 moins 1. Les basses sont pas vraiment très profondes, mais ça reste quand même vraiment acceptable hein, pour un appareil de ce gabarit là, ça reste quand même vraiment correct.
Alors là, le fichier se lit plutôt bien parce que c'est un fichier assez, enfin en qualité assez limitée, hein, c'est même pas du 720p. On le voit ici, c'est assez limite. Mais on a malheureusement des saccades sur certains fichiers qui vont être en 720p ou en Full HD, ou le MKV aussi a des problèmes. Donc là-dessus, c'est vraiment dommage parce que c'est quand même le cœur de l'appareil. C'est un lecteur multimédia qui tourne sous Android, qui a la possibilité de projeter, mais ça reste quand même à la base un lecteur multimédia, et donc c'est vraiment dommage d'avoir des lenteurs au niveau de la lecture des films, des fois des ralentissements, c'est vraiment problématique. Alors je sais pas si ça vient de la connexion Wi-Fi ou ce genre de choses, mais voilà, toujours est-il que ça reste vraiment problématique, puisque j'ai d'autres appareils avec le même réseau Wi-Fi qui fonctionne sans souci. Alors évidemment pas en même temps, je fais pas tous les tests en même temps, mais quand je lis directement sur ma télévision, j'ai aucun problème, et quand je lis sur la même source depuis le projecteur, j'ai parfois des saccades, et là-dessus du coup c'est vraiment un gros défaut à ce niveau-là. Voilà, donc au niveau de l'USB, bah là ça va nous permettre tout simplement d'accéder à la mémoire USB. Alors là, j'ai rien qui s'ouvre parce que j'ai rien de branché, tout simplement. Ça, on a déjà démontré tout à l'heure. VGA, c'est pareil, c'est pour switcher l'entrée. Voilà, donc là-dessus, on n'a rien d'extraordinaire. Au niveau des paramètres, là, on va avoir la possibilité donc de se connecter en Wi-Fi, de faire hotspot Wi-Fi avec le projecteur. Même si on ne veut pas mettre de carte SIM, ça va permettre de nous connecter un peu comme du Wi-Fi direct. Voilà, on peut activer, désactiver le Bluetooth, le DLNA, ce genre de choses. Alors après, on a différents réglages qui sont liés vraiment directement à la fonction de projection. Donc on a la possibilité d'activer ou désactiver la 3D, parce que comme je l'ai dit, le projecteur fait 3D. On a ici un réglage Keystone qui va donc voilà, permettre de modifier l'image de cette façon. Donc selon comment vous projetez, ça peut être éventuellement utile. On a donc le ratio, un mode de projection qui va en fait vous permettre d'inverser ce genre de choses. Alors ensuite, c'est pas forcément facile de revenir à l'endroit. Voilà, c'est bon. Donc on a différentes possibilités. Là encore, ça pourra servir à certains. Là, on va avoir donc une correction de couleur. Alors à noter que selon la correction de couleur que vous choisissez, le bruit du projecteur n'est pas le même. C'est-à-dire que si vous allez sur jaune, voilà, vous l'avez peut-être pas entendu, mais moi je l'ai entendu en tout cas. On n'a pas le même bruit en fait. On va avoir plus de bruit vraiment au niveau audio. Hein. C'est pas un bruit au niveau de l'image. On va avoir un son plus fort au niveau du ventilateur quand on change les paramètres, y compris au niveau de la luminosité. Voilà, on va avoir des choses qui vont modifier à ce niveau-là. D'ailleurs, en parlant, donc on a différents paramètres comme on le voit ici, mais en parlant de la luminosité, elle est pas trop mal. Alors c'est que 500 lux sur le papier, donc c'est pas énorme, mais je m'attendais à pire en fait en voyant cette valeur de 500 lux, puisqu'on a des projecteurs qui font beaucoup plus, et finalement ça reste quand même correct. Alors évidemment en plein jour c'est compliqué, il va falloir monter la luminosité et le contraste, qui est d'ailleurs assez fort ici quand même, je vais le baisser. Il va falloir les monter à fond et du coup forcément perdre en fidélité de rendu, mais voilà, on a quand même pas mal de paramètres ici qui vont nous permettre de modifier tout ça, donc là-dessus c'est correct. Pareil au niveau du son, on a pas mal de paramètres, donc on voit que ça a quand même été assez soigné. En revanche, au niveau des autres réglages, on n'a pas grand chose. On retombe ici directement sur les réglages Android, tout ce qui est de plus classique. La langue qu'on va vite vous conseiller de mettre en anglais pour avoir des menus à peu près corrects, en particulier dans les applications. Et puis enfin, on a quelques bugs, par exemple, comme ici, mise à jour du micro programme. Comme vous le voyez en haut à droite, je suis connecté en Wi-Fi, mais on n'a rien qui se passe ici. Et si jamais je vais dans les réglages système, réglages Android, et tout en bas, si je vais sur à propos, puis mise à jour supplémentaire du système, et ben là je tombe sur une autre interface complètement pas travaillée. Enfin, on voit que c'est aligné tout en haut à gauche avec un énorme espace vide en plein milieu. Et quand je fais check now, ben il n'y a rien qui se passe. Je peux attendre 10 minutes, rien ne se passe. Pourtant je suis connecté en Wi-Fi avec un Wi-Fi avec la fibre derrière, donc c'est censé être très rapide. Bref, voilà, donc on a quand même pas mal de bugs à ce niveau-là.
Alors pour revenir sur les principaux points de ce projecteur, donc qui est quand même la qualité de projection. Donc déjà je l'ai dit plusieurs fois et c'est vraiment un gros défaut, c'est qu'on n'est que sur du 720p, là-dessus c'est vraiment pas top, c'est dommage. Au niveau de la fidélité des couleurs, donc j'ai pas d'outil vraiment pour mesurer, mais j'ai essayé de mesurer quand même au mieux sur plusieurs heures de projection sur des films que je connais bien et en les regardant en même temps sur une télévision, enfin sur d'autres écrans, etc. Et globalement, ça m'a pas vraiment sauté aux yeux, mais vraiment ce qui frappe le plus, je pense, n'importe quel utilisateur, ça va être les problèmes au niveau de la fluidité, parce qu'on a parfois, enfin, selon la qualité de film qu'on va regarder, alors évidemment, si on est que sur du 720p basique, ça va aller, mais dès que vous chargez des MKV ou ce genre de fichier ou en Full HD, ben là vous allez forcément avoir des problèmes de ralentissement, ce genre de choses, et c'est vraiment désagréable. Et donc, autre point faible, c'est qu'on n'a pas d'application à la base qui va vous permettre de regarder n'importe quel fichier. On n'a pas par exemple MX Player ou VLC. Et du coup, forcément, il va falloir les charger séparément puisqu'on n'a pas le Play Store. Comme je l'ai dit, il va falloir charger les APK manuellement. Et là-dessus, forcément, c'est pas ergonomique. Donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est pas vraiment un problème. Ça peut se faire sans trop de problèmes. Mais franchement, pour ceux qui n'ont pas le temps ou pas envie de se prendre la tête, entre guillemets, pour ce genre de choses, et ben là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, j'ai un avis un peu mitigé sur ce produit, puisque d'un côté il est assez novateur, puisque quand même un vidéoprojecteur sous Android, c'est pas, enfin voilà, on en rencontre pas tous les jours. Donc, la focale très courte ici qui va nous permettre, donc avec du coup ici juste une cinquantaine de centimètres, d'avoir une image tout simplement énorme, puisqu'ici je suis obligé de me reculer de plusieurs mètres pour voir l'image en entier. Donc là-dessus c'est quand même vraiment pas mal. Mais à côté de ça, voilà, comme je l'ai dit, on va avoir des lenteurs dans la lecture des fichiers, une compatibilité 720p seulement, une fonction Miracast que j'ai eu beaucoup de mal à faire fonctionner en fait. Pour vraiment dupliquer l'écran, il faut associer les deux appareils. Enfin, ça m'a demandé beaucoup de tentatives. Comme le Bluetooth, en fait, j'ai eu vraiment du mal. Alors, au final, on arrive à faire fonctionner, mais avec vraiment du mal. Pas de Play Store, donc c'est-à-dire que pour l'installation d'applications par exemple comme Plex, Avia Media Player, MX Player, VLC, toutes ces choses-là, il va falloir récupérer les APK séparément, ce qui peut être illégal pour les applications payantes, alors qu'on aurait peut-être eu envie de les acheter. Enfin voilà, donc c'est un petit peu dommage à ce niveau-là d'avoir tous ces désagréments pour un produit qui n'est pas vraiment low cost, c'est-à-dire qu'on peut on peut pardonner certaines erreurs, ou les lenteurs ou ce genre de choses, ou la non-compatibilité Full HD, ce genre de choses, mais pas quand on est sur un produit qui coûte 1500 €, puisque c'est vraiment le tarif de ce projecteur Philips Screeneo. Voilà, il est proposé, alors il est sorti à 1500 € en fin 2013, début 2014, et il est désormais à 1400, voilà, donc c'est à peine moins cher, mais ça reste quand même, selon moi, trop cher pour un projecteur de ce type-là. Je vous conseille plutôt un projecteur qui va entre guillemets pas être intelligent, c'est-à-dire qui va pas tourner sous Android, qui va pas être capable de lancer des APK ou ce genre de choses, mais qui sera plus basique et sur lequel vous branchez tout simplement par exemple un Chromecast à 35 €. Et voilà, du coup, vous pouvez forcément économiser en termes de projecteur, parce que vous n'aurez pas un appareil smart, entre guillemets, donc forcément il sera beaucoup moins cher. Et du coup, vous rajoutez les fonctions séparément avec un Chromecast ou une clé. Une clé qui va vous permettre de faire Media Player ou même un Apple TV ou ce genre de choses, et que vous branchez en HDMI, et du coup là vous aurez un appareil qui sera
aussi complet que ça, qui ne ralent, enfin, qui sera moins lent pour lire les fichiers, etc. Et du coup qui sera probablement Full HD pour moins cher. Après, il faut quand même noter, et c'est au crédit de cet appareil, que la capacité à avoir ce type de focale très court, ça se monnaie, ça a un prix, et on a très peu d'appareils qui peuvent projeter une image si grande, plus de 2,50 m de diagonale, avec si peu de recul, seulement quelques centimètres. À ce prix-là, souvent ça vaut plus de 1000, 2000 euros, etc. Et donc là, il est à 1400 euros, sachant qu'il tourne quand même sous Android. Qu'il a pas mal de fonctions, Miracast, Bluetooth, Wi-Fi, etc. La 3D aussi, j'en ai pas parlé, donc ça fonctionne plutôt bien. Pour moi, ça reste gadget, donc j'ai vraiment pas insisté dessus. Ça reste gadget, ça fonctionne plutôt bien, même si du coup, il va falloir vraiment regarder vos films dans le noir, puisque vous perdez pas mal en luminosité à cause de la technologie 3D qui va en fait intervertir œil gauche, œil droite à une certaine fréquence pour simuler l'effet de 3D. Donc du coup, vous perdez en luminosité, et du coup il va vraiment falloir regarder les films dans le noir pour avoir un confort quand même correct au niveau du visionnage de films. Sinon, un dernier détail au niveau de l'audio, j'en ai très peu parlé. Les basses sont pas ultra profondes, mais quand même assez fortes, et on a un rendu des aigus et médiums qui est plutôt bon. Par contre, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment d'effet de comment dire, d'espace, on n'a pas de spatialité à cause donc du rendu 2.1, c'est pas du tout du 5.1, donc là-dessus c'est vrai que c'est un petit peu dommage, mais on peut sans problème brancher un kit audio dessus, donc ça reste quand même quelque chose de correct à ce niveau-là. Voilà, donc c'était un petit test de ce produit un peu particulier, donc de ce vidéoprojecteur sous Android, donc le Screeneo 1590 de Philips, qui est donc un projecteur 720p sous Android à focale très courte, que je recommande pas vraiment du fait de certains défauts quand même, mais il pourra forcément plaire à certaines personnes qui recherchent ce type de produit, qui cherchent pas forcément du Full HD, mais qui veulent un projecteur sous Android. Ça existe certainement, donc voilà, c'est un produit qui n'est pas foncièrement mauvais, mais que je conseillerais quand même pas vraiment à tout le monde.